Allez, on s'est accordé 5 minutes de retard. Allez. Comme à peu près tous les 4 mois depuis 2 ans, je suis content de vous revoir. Voilà, ça fait du bien de revoir du monde. Mais c'est vrai que c'est un truc qui se répète. Mais c'est bien de faire des événements en vrai. Merci pour ceux qui étaient déjà là. Merci pour ceux qui nous ont rejoints là. Moi, je suis très content de recevoir Fouad avec nous. Merci. Je vais te laisser parler de toi juste avant, parce qu'en fait, la présence de Fouad n'est pas tout à fait, comment dire, imprévue ou innocente, puisque en fait, vous vous êtes installé chez nous, chez Ici Indie, au Palace, et on est trop content de vous avoir. J'en fais une anecdote parce que je raconte souvent en fait la manière dont est arrivé Decathlon à ceux que je croise, parce qu'en fait, vous avez tout simplement tapé à la porte, quoi, en disant tiens, ça a l'air bien ici, voilà. Et donc on est vraiment content de recevoir Decathlon dans le lieu, et vous êtes une super équipe, donc merci de nous avoir aidé à organiser ça pour le coup. Merci de nous avoir reçus en tous les cas. Et puis merci de me recevoir aujourd'hui. Moi, je suis toujours ravi de participer à des talks comme ça. Je suis toujours un peu étonné par l'intérêt que ça suscite, hein, mais agréablement surpris finalement. Et merci de votre présence du coup. Eh bien, avec plaisir. On fera un format. Enfin, on va essayer de le faire. On a 1 heure. On va essayer de respecter l'horaire parce que je sais que chacun a ses engagements derrière. On va aussi essayer de faire un format qui soit un tant soit peu interactif. Donc, on a un certain nombre de points dont on va parler avec Fouad. On va se donner 2-3 sessions de questions et réponses un peu intermédiaires pour qu'on n'attende pas juste la fin avant de se parler. Donc si vous avez des trucs sur lesquels vous avez envie de réagir, vous pouvez aussi lever la main. Et quoi qu'il arrive, je vous redonnerai la parole à certains moments. Je te propose de commencer. Fouad, est-ce que tu peux, toi, nous raconter un peu de ton parcours et puis comment tu es arrivé dans ce job chez Decathlon, bref, un peu de ta vie, quoi. D'accord. Alors, c'est le passage sur lequel, à chaque fois qu'on me demande de me présenter, je suis pas trop à l'aise parce que j'aime pas trop parler de moi, mais en quelques mots, ça fait 20 ans que je fais de l'IT. Alors moi, j'ai commencé ma carrière dans les télécoms, quelque part en Suède, à l'époque où la 2G et la 3G commençaient à apprendre. On savait qu'on faisait de la tech super sympa pour changer un peu la vie des gens. Il se trouve que c'est devenu un truc énorme qui a dépassé tout le monde. Mais voilà, je travaillais chez Ericsson à cette époque-là. Je faisais plutôt du développement sur les plateformes. On parle de quelle année là? C'est le début des années 2000, hein, vraiment tout début 2000. Hein. Donc voilà, pour ceux il y a des gens qui n'ont jamais connu ça, mais bon, c'est pas grave, c'est le truc-là. Après, je suis revenu en France pour plein de raisons personnelles et j'ai. Tu es arrivé en retard, on t'a remarqué. Hein. Ouais, voilà. Une entrée fracassante, au sens propre du terme. Voilà. Après, je suis revenu en France pour travailler plutôt dans les systèmes d'information. J'ai fait quelques grands comptes et notamment, j'ai travaillé très vite dans les banques pour faire d'abord de l'infra, de l'ops engineering, de la sécurité informatique. Puis après, je suis revenu à mes premières amours qui étaient un peu plus le développement de systèmes d'information. Et j'ai travaillé aussi dans les banques en ligne, beaucoup dans les banques en ligne en fait. Parce que il y a eu à un moment donné l'arrivée de nouveaux players type Revolut, N26 et donc les grandes banques françaises se demandaient comment réagir face aux pure players qui arrivaient, qui disruptaient un peu le marché. Et donc moi j'ai commencé à travailler notamment chez BNP Paribas sur Hello Bank. Puis après j'ai rejoint moi-même d'autres players comme ING Direct ou Orange Bank un peu plus récemment. Alors comment j'ai atterri chez Decathlon, c'est comme beaucoup de décathloniens, c'est une histoire un peu perso, voilà, l'attachement que j'avais à cette marque-là depuis très jeune. Moi, j'ai grandi dans les Alpes en fait, et j'ai grandi dans un environnement où le sport était vraiment mon quotidien finalement. Et j'ai toujours eu, quelque part une fascination pour cette marque, comme beaucoup de Français, je crois, qui ont un attachement particulier à cette marque-là. Et il y a 2 ans et demi à peu près, j'ai eu une opportunité perso de déménager, de vivre à Lille. Et donc c'est là où finalement, quelque part cet événement un peu fortuit dans ma vie a fait que j'ai rencontré finalement des gens de chez Decathlon et que j'ai commencé à parler de ces possibilités de collaboration.
Moi, il y avait la raison d'être de Decathlon, qui depuis, encore une fois, tout jeune, me parlait beaucoup, rendre le sport accessible au plus grand nombre, prendre soin des gens et de la planète. Voilà, c'est quelque chose qui me parle. Et je voulais voir finalement si à l'intérieur, on vivait vraiment cette raison d'être et ce que souvent Decathlon renvoie comme image à l'extérieur était équivalent à ce qu'on pouvait y trouver. Et c'est le cas, hein, spoiling alert, c'est vraiment le cas. En plus, il y avait 2-3 éléments, voilà, aussi qui m'intéressaient de l'extérieur, voilà, quand je voyais Decathlon évoluer. C'est vraiment le caractère innovant de cette entreprise-là. C'est une boîte de tech, d'ingénieurs. Enfin, Decathlon a fait, s'est toujours construit autour, voilà, de produits sportifs. Et donc, je trouvais ça aussi passionnant de voir comment ces équipes-là mettaient tout en œuvre pour créer ces produits innovants. C'est vrai qu'en fait, Decathlon, on connaît beaucoup, quelque part, la dimension R&D, c'est-à-dire l'ingénierie, la conception de produits. Bon, je ne sais pas si c'est partagé, mais finalement, avant qu'on se parle, même, enfin, en tout cas, il y a quelques années encore, c'était pas évident d'identifier Decathlon comme une entreprise de la tech, entre guillemets. Qu'est-ce qui, parce que toi, c'était un nouveau job là, le CTO. T'es arrivé dans quel contexte? Parce que je crois que t'es arrivé quand même aussi dans un contexte d'ambition nouvelle, quoi, un peu particulière. Qu'est-ce qui, dans quel cadre t'es arrivé, avec quelle feuille de route, avec quelles ambitions? Moi, je suis arrivé à un moment où le CEO de Decathlon, avec toute l'équipe de dirigeantes de Decathlon, commençait à écrire un nouveau projet qu'on a appelé Age of Access. Donc, Decathlon sentait comme entreprise qu'à un moment donné, voilà, le digital prenait le pas sur tout un tas d'activités et ce digital-là allait accélérer finalement la raison d'être de Decathlon. Alors moi, je suis arrivé à un moment donné, voilà, où il y avait cette ambition d'accélérer la transformation de Decathlon et du business model de Decathlon et de le faire pivoter un peu plus vers le digital. Alors il se trouve que j'ai commencé par le e-commerce chez Decathlon. Alors j'avoue que je suis arrivé fin 2019, donc je m'attendais pas à la crise qu'on a connue. Et donc du coup, ça a été voilà, une mise en route un peu surprenante dans un contexte extrêmement particulier que beaucoup d'entre vous ont vécu, j'imagine, à divers degrés. Mais justement, et je me suis rendu compte à quel point voilà, le projet de Decathlon dans le digital était super cohérent. Parce que quand on arrive dans ce contexte de crise là, où d'un coup tous les magasins de Decathlon commencent à se fermer et que tous les clients se tournent justement vers le e-commerce, on se rend compte à quel point voilà, pour continuer à faire vivre cette raison d'être, hein, donc rendre le sport accessible au plus grand nombre, ça devient critique dans ces moments-là et que le digital est le support de cette raison d'être-là. Alors, on a dû, dans ce contexte-là, justement, se réinventer un peu, mais moi, dans toutes les équipes qui faisaient du e-commerce ou du commerce, etc., dans toutes les équipes IT, tous les jours, on essayait de faire vivre cette raison d'être. Moi, je me souviens des moments où on se disait, bon, les magasins sont fermés. Le site e-commerce, là, il a besoin de servir beaucoup plus de clients. Il y a beaucoup de stocks en magasin. Comment on rend disponible ce stock-là? Alors, on a développé, on a conçu des nouveaux moyens de delivery de nos produits. On a fait du drive, du ship from store, du click and collect une heure. Alors, c'est pas encore une fois, des modes de delivery révolutionnaires, mais les faire dans ces conditions-là de confinement, chacun chez soi et de travailler full remote et commencer à se poser la question ces questions-là dans ce contexte-là et le faire extrêmement rapidement parce que du coup, on a réagi en quelques jours, quelques semaines pour rendre tout ça disponible. Voilà, je me suis dit, j'ai compris ma place, j'ai compris ce qu'on avait à faire très concrètement dans ce contexte en particulier. Mais après, voilà, ça c'était pour répondre, j'allais dire, à l'urgence, à la crise. Mais après, on a bien vu que continuer à vendre des produits sportifs, etc., dans ce contexte-là, c'était pas suffisant. Les gens, ils voulaient être accompagnés dans leur pratique aussi, avec des modes un peu différents. Vous avez tous vu ça, des séances de sport à la maison. Nous, on a des offres aussi là-dessus. Il y a des applications qui existent chez Decathlon, comme Decathlon Coach, comme eClub. Donc là aussi, voilà, on a rendu ça visible sur nos sites. On a boosté un peu, voilà, toutes les séances de sport. On les a rendues accessibles là aussi à tous ceux qui voulaient de façon gratuite, complètement gratuite, etc.
Et elles sont d'un coup devenues visibles par tout le monde et d'un coup Decathlon devenait aussi ça. Pas que la vente de produits sportifs, de qualité, innovants, etc. qu'on connaît, mais aussi des séances de sport et une forme d'accompagnement aussi dans la pratique grâce au support du digital. Et on en a un peu parlé en amont là sur Walmart, qui est une boîte qu'on a enterrée assez vite parce que Amazon arrivait et qu'elle devait casser le marché. On a l'impression que là aujourd'hui Walmart en fait a pris ce pas du digital. Je sais qu'il y a une stratégie un peu, c'est quoi, Digital Giant là chez Decathlon. Et moi dans les échanges j'ai effectivement senti cette vraie profonde transformation. Et quelque part on parle un peu là, des sports, les applications, les séances, les pratiques que vous mettez en œuvre, etc. C'est une vraie transformation et une vraie plateformisation un peu de Decathlon, qui est plus juste le revendeur en magasin ou même le simple e-commerçant, quoi. Et vraiment, il y a ce mouvement moi, là, qu'on observe, c'est-à-dire la revanche alors je sais pas si Decathlon avait une revanche à prendre, si tu veux, mais dans un monde où la distribution est très challengée, la capacité à reprendre des gros leviers d'ambition là-dessus, avec ce sujet Digital Giant, là, ça semble assez admirable. Enfin, j'étais un peu... Alors oui, tu l'as dit, alors c'est une transformation effectivement qui est assez profonde, parce qu'on se dit finalement, comment on fait pivoter ce fameux business model-là? Et quand on regarde aujourd'hui la proposition de valeur qu'on peut faire fructifier grâce au digital notamment, elle est beaucoup plus large que ce qu'on peut faire aujourd'hui en commerçant, e-commerçant. Si je donne quelques éclairages, aujourd'hui, on peut accompagner mieux les sportifs, nos clients, les utilisateurs de nos services dans la préparation de leurs pratiques sportives, en cherchant des parcours, en s'entraînant, en cherchant nos lieux de pratique, une communauté de pratique, un coaching, etc., très en amont de sa pratique. On peut mieux l'accompagner aussi dans la recherche de performance dans sa pratique, notamment avec tout un tas d'objets connectés qu'on peut avoir, notamment dans le monde du fitness, dans le monde du biking, etc. Donc ça aussi, c'est des développements et des supports digitaux qui peuvent aider les sportifs et nos utilisateurs à s'améliorer dans leur performance. On peut aussi améliorer aussi sa pratique ou accompagner sa pratique en aval. On le voit bien, l'usage aujourd'hui de nos produits, il est en train d'être de plus en plus différent de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Typiquement, voilà, il y a une dimension d'économie circulaire aussi qui va rentrer en compte. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'achètent plus directement leurs produits, qui préfèrent le louer, qui préfèrent l'utiliser de façon partielle, etc. Et puis changer aussi d'équipement assez souvent pour suivre les tendances, pour suivre aussi l'évolution de sa performance et d'avoir un matériel toujours adapté. Donc, on voit bien que ces dimensions-là, aujourd'hui, on ne les couvrait pas et que le support de tout ce qu'on fait dans notre transformation va être justement, va améliorer cet accompagnement-là. Tout ça, ça doit se faire, en effet, sur des solutions techniques qu'on a dû construire, qu'on est en train de construire ou qu'on a dû construire. L'accompagnement du sportif en amont de sa pratique, pendant sa pratique et après sa pratique, il va pas se faire qu'avec des services conçus et produits et fournis par Decathlon. Et c'est là où on rejoint un peu la plateforme, quoi, si tu veux. Parce que l'offre en amont, pendant et en aval, elle va être construite autour d'offres faites par des services de Decathlon, comme on peut l'avoir jusqu'à présent. Ça, c'est un invariant et quelque chose qui va rester. Mais on a tout un tas de partenariats aujourd'hui avec des offres nouvelles de nos partenaires qu'on va vouloir proposer à nos utilisateurs et à nos sportifs. Et ça, pour les rendre disponibles, faut constituer cette offre-là, la rendre cohérente avec une offre interne qu'on aurait et la rendre aussi disponible et visible de façon pertinente à nos clients.
On pourra parler ici, voilà, par exemple, je sais pas, je prends un exemple au hasard, mais par exemple, quand jusqu'à présent, on veut pratiquer, on veut faire du tennis notamment, on se débrouille un peu pour trouver son cours de tennis, un prof de tennis si on en a besoin, on va acheter un équipement, des raquettes, des chaussures, des balles de tennis, on va louer son cours, on pratique et puis voilà. Là, si on se dit, on réfléchit à toute la proposition de valeur et toute la vue que j'évoquais tout à l'heure, on peut se dire que dans la recherche du terrain, dans la recherche du coach, dans la réservation, dans l'achat de matériel, etc., on pourrait passer par cette fameuse plateforme du sportif que nous, on est en train de concevoir et avoir une offre cohérente et géolocalisée en plus, parce que voilà, il faudra aussi que ça se fasse dans sa région avec des profs disponibles au créneau qu'on aura choisi, etc. Et c'est toute cette offre qu'on va essayer qu'on a commencé à développer et se constituer. Alors sur toutes les verticales du sport concert, hein, chez Decathlon, il y a 80 sports. Voilà, il y a la montagne, le fitness, le tennis, le golf, etc., etc. Et donc c'est autant de terrains de jeux pour nous sur lesquels on peut développer des offres comme ça qui sont à la fois l'agrégation de produits et de services. Et dans les produits, il y a les produits neufs tels qu'on les connaît chez Decathlon, il y a les produits de nos partenaires. Et il y a les services aussi qu'on peut nous offrir en propre et il y a les services aussi de nos partenaires qu'il faut agréger et rendre disponibles à nos clients. Ok, cool. On peut se faire peut-être une petite session questions. Bien sûr, il peut y avoir, on a pas mal parlé de Decathlon et de la stratégie, mais vous pouvez aussi déborder. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de contribuer, de poser une question, même si ça sort un peu de la trame, c'est pas très grave. Peu importe. Ouais, vas-y. Ouais, bonjour, Benjamin Marchand, on a produit une solution. Alors, moi, ça serait plus concernant la logistique en magasin. J'ai été vraiment époustouflé par l'efficacité de l'utilisation de la RFID pour la reconnaissance produit. C'est simple, c'est rapide. Du coup, je voulais savoir si vous pouvez répondre, bien sûr, quels seraient selon vous les avantages, inconvénients de cette techno, tant au niveau logistique, et éventuellement, envisageriez-vous plutôt technologies émergentes de reconnaissance produit comme le computer vision? C'est très technique. Non, mais il y a une audience technique aussi, donc t'inquiète pas. Et puis en plus, pour le coup, moi je suis pas tech, donc c'est bien, vous venez compenser mes faiblesses. Alors, l'avantage de la... Je reformule, donc c'est aussi parce que là on a quelqu'un qui Ah oui, pardon. non, pas du tout, je vais mal reformuler, donc soyez pas surpris. En gros, c'est point de vue sur la techno RFID, c'est perspective, c'est ambition, et les alternatives qui viendraient sur le truc. J'ai bien formulé? Putain. Ouais, puis, ça a été simplifié en même temps la question. Mais très bien. Mais sur la RFID, c'est vraiment un sujet sur lequel Decathlon a été en pointe. Et alors, franchement, je suis super à l'aise pour le dire parce que ça fait des années que Decathlon investit là-dessus et donc du coup, j'y suis pour rien, très sincèrement. Donc voilà, c'est pour ça que c'est facile pour moi de dire que voilà, c'est une solution. Ce sont des solutions qui ont été implémentées très tôt. La RFID, ça a été pour Decathlon un formidable accélérateur de plein de choses. Moi, je l'ai vu quand je suis arrivé dans le e-commerce. Un des sujets du e-commerçant en bout de chaîne, c'est la justesse de son stock et de savoir à chaque fois quelle disponibilité on a de produits et où ils sont disponibles, quoi. Et ça, on voit bien dans le taux de conversion d'une plateforme e-commerce, c'est clé sur tout un tas d'éléments, voilà, d'efficacité commerciale, c'est super. Et là, Decathlon a investi très tôt, vraiment en sortie d'usine. Voilà, le tag RFID, il est posé là, et on peut suivre le stock partout où il est. De la sortie de l'usine, en entrepôt, en magasin. Les inventaires, c'est fait voilà, de façon permanente avec des robots. On a développé aussi tout un tas d'outils dans les mains des team members, que ce soit en entrepôt ou en magasin avec les raquettes. Maintenant, il y a des robots qui se baladent et qui font l'inventaire de façon automatique. Et donc, c'est une facilité incroyable. Après, bon, tout le monde connaît la caisse aussi, un peu magique. Là, on pose tous nos articles dedans, ça nous sort un ticket, donc c'est top. Ça désactive aussi la sécurité en sortant. Une fois qu'on a payé, ça désactive la sécurité pour sortir le produit. Il y a même des gens qui poussent un peu plus loin pour le digital twin en se disant ça reste une empreinte qu'on a dans notre système d'information du tag RFID pour les retours, pour
aussi demain se dire sur tous les objets qui sont réparables, qu'on va reprendre en occasion aussi, parce que c'est aussi des expériences qu'on développe aussi. Donc on va suivre aussi la vie de ce produit-là après la vente. Donc ça, c'est génial. Moi, je trouve que c'est extrêmement cohérent de la supply, enfin même de la production de l'usine jusqu'au e-commerce et au commerce. Donc voilà, c'est génial. Et c'est même une techno alors je dis pas qu'on vend, mais en tout cas qu'on met en avant et qu'on aide aussi certains de nos confrères à développer aussi au point nous on l'a développé. Après, effectivement, tu as raison, il y a d'autres supports qu'on peut regarder. Alors moi, je suis pas du tout spécialiste. Mais comme je sais que mes collègues regardent effectivement d'autres tech, d'autres technos, etc. pour les aider en support, en complément ou de temps en temps, voilà, sur des choses un peu plus adaptées, moi je serais ravi d'en parler et voilà, et ça fait toujours partie de l'ADN de Decathlon que d'aller plus loin justement dans notre efficacité opérationnelle de ce point de vue-là. Donc ouais, ravi d'en reparler peut-être après. Ouais. Ok, il y avait une question là. Ouais. Oui, bonjour Nicolas Rameau. Je vous entendais parler de la plateforme du sportif qui recensait pas mal de services. Ma question, c'est un petit peu plus marketing. Est-ce que vous avez l'objectif de monétiser tous ces services complémentaires ou l'objectif, c'est simplement d'amener les gens à consommer les produits Decathlon ou effectivement, demain, vous seriez vendre un cours de tennis, la gestion d'un espace, une appli coaching, voilà. Est-ce qu'il y a une ambition à ce niveau-là ou est-ce que l'idée, c'est de canaliser les utilisateurs vers un produit historique? Donc, est-ce que la plateformisation est un prétexte à la vente des objets, enfin des objets de sport traditionnels, ou est-ce que c'est un nouveau business model en soi, quoi? Un peu ça. Okay. Alors j'ai envie de dire c'est les deux. C'est les deux parce que faut être clair. Hein, enfin, je veux dire, on est une entreprise qui est pas une ONG honnêtement, et donc du coup, voilà, quand on va vers une économie de plateforme, c'est une économie aussi qu'on veut sustainable et donc voilà où il y a un modèle économique sustainable derrière. Alors, on a commencé par construire les composants core. Hein, c'est pas tout à fait. Enfin, c'est pas une formule marketing que dire qu'on va vers une économie de plateforme. On est vraiment en train de construire tous les composants core. Là, il y en a certains qui tournent déjà en production et qui servent déjà à un certain nombre d'expériences pour nos clients et pour les sportifs. Alors, quand je dis pour les clients et pour les sportifs, parce qu'il peut y avoir des utilisateurs de certains services qu'on ne fera pas payer. Et ça fait aussi partie de notre mission parce que voilà, on considère que de temps en temps, on peut disponibiliser un certain nombre de services sans nécessairement les faire payer. Par exemple, si des clients ou des utilisateurs nous font confiance pour, par exemple, partager leur meilleur parcours de footing, de course outdoor, etc., on va les repartager. Il est hors de question de faire payer ce type de service-là, voilà, typiquement. C'est un exemple comme ça qui sort de ma tête. Je sais même pas s'il a un ancrage hyper réel, mais je ne vois pas faire payer ce genre de choses. Pour autant, il y aura des services évidemment qui seront payants. Typiquement, voilà, on a fait quelques prises de participation là avec des startups dont on commence à intégrer leur offre sur notre plateforme. Et demain, par exemple, pour de l'achat de forfait, par exemple de ski, pour de la réparation de son vélo sur site, sur son lieu de travail ou chez soi, etc., ce sera évidemment des services payants. Mais donc du coup, ce sera pas que des services entre guillemets de Decathlon, mais on a bien vraiment un modèle de plateforme, c'est-à-dire d'étendre l'offre avec des partenaires, des startups dans lesquelles on prend des participations, etc., pour donner le maximum de services aux sportifs, quoi. Donc voilà, donc c'est les deux, vraiment. Ok. Non, il n'y avait pas une autre question qui t'en a? Ok, tout va bien. Allez. Bonjour, pour Orvio, ADN Booster, un accélérateur de startups. Hyper intéressant là, cette stratégie de digitalisation globale. Et justement, en termes d'organisation, 80 sports, une soixantaine de pays. Est-ce que c'est vous qui impulsez pour tous les décathlons à l'international? Est-ce que chaque entité pousse aussi cette innovation, cette techno nouvelle? C'est la place de la France en fait dans le presque et de FOAD et de FOAD sur le déploiement, sur la vision internationale du projet de la stratégie, quoi. Ok. Alors c'est une question, enfin merci de l'avoir posée parce que du coup là on est pile dans le cœur de ma nouvelle mission. Alors ça fait que quelques semaines là que je suis à ce poste-là et donc c'est
Enfin, encore une fois, hein, si je fais un peu d'historique, Decathlon, je crois, alors ne retenez pas les chiffres, mais les proportions sont bonnes. Pendant 40 ans, Decathlon a ouvert à peu près 35 pays. Et puis sur 5-6 ans, là, il y a 30 autres pays qui se sont ouverts. Donc forcément, ça s'est fait hyper rapidement. Et j'allais dire que dans l'esprit de Decathlon, très entrepreneurship, voilà, il y a plein de pays qui se sont ouverts sur des solutions dont ils pensaient que c'était les meilleures pour servir leur modèle, dans leur géographie, etc. Donc, il y a un premier travail dans ma mission qui va consister à réaligner un peu tout le monde sur un certain nombre de socles techniques et puis de solutions aussi corps pour faire en sorte voilà, qu'on gagne en efficacité et en alignement de main pour pouvoir partager un peu plus les solutions dans les pays. Mais honnêtement, alors on en parlait un peu en aparté tout à l'heure, l'idée quand même, c'est de s'appuyer au maximum sur ces territoires-là, sur des spécialités qu'ils pourraient avoir, sur un sourcing particulier qu'ils pourraient nous fournir pour développer justement des nouveaux produits et des nouveaux services innovants en s'appuyant sur toute la richesse du groupe. Ne serait-ce qu'en France, je prenais l'exemple de la France tout à l'heure, je disais, avant pour travailler à Decathlon, surtout dans l'IT, dans la tech, il fallait surtout être à Lille. Bon, ben maintenant, vous avez, on est à Nantes, on est à Paris, on est à Lyon et on va encore ouvrir d'autres villes, d'autres sites grâce à Jessica justement qui est là-bas. Et donc, du coup, l'idée, c'est aussi de s'appuyer sur des territoires, par exemple l'Espagne, où on a mis un produit. Alors, quand on confie une solution, un produit à un pays, c'est vraiment le bout en bout. Il va servir vraiment tout le groupe. Donc, ça devient, entre guillemets, une antenne du groupe, un digital hub qui va servir tout le groupe avec la même ambition. Moi, j'ai travaillé sur des solutions de e-commerce. Au début, là, quand j'ai rejoint Decathlon, il y a toujours dans les solutions de e-commerce des besoins de localisation, de développement un peu spécifique pour localiser la plateforme, notamment sur les modules fiscaux, sur la langue, sur la monnaie de temps en temps, etc. Et donc moi, je me suis appuyé sur des équipes au Canada, au Mexique, en Ukraine, en Indonésie, en Tunisie, pour faire cette localisation-là. Et puis très vite, je me suis rendu compte que c'était un peu bête de leur confier que ça, parce qu'ils constituaient des équipes IT, et de temps en temps, voilà, ils ont des gars super forts, qui ont plein de créativité, et il faut les mettre à contribution. Donc du coup, pour accélérer certaines roadmaps ou certains sujets un peu plus innovants, du coup, on se servait de ces hubs-là pour leur faire développer des choses sur la plateforme et qui devenaient core pour le coup. Et donc, l'idée, c'est que maintenant, il faut structurer un peu plus tout ça, mais ça va être exactement ma mission que de faire ça. On a commencé à regarder Singapour, on a commencé à regarder aussi le Canada, etc. Et donc là, on va vraiment s'appuyer sur ces pays-là pour être vraiment des extensions du groupe. Enfin, très concrètement, quand on rentre sur ce marché de la plateforme globale, on est obligé de s'appuyer sur tous ces pays-là pour accélérer et puis aussi pour se servir de tous ces talents qui sont partout dans le groupe. Cool. Une autre question? Allez. Bien, bonjour. Je veux savoir, maintenant que vous êtes éclaté dans plusieurs hubs technologiques, comment vous faites pour vous assurer que vous alignez tout le monde en fait, sur la même vision technologique et de partager les pratiques tout simplement à l'échelle de tous les hubs maintenant qui sont répartis un petit peu partout en France. Question éminemment d'actualité sur l'alignement en situation de remote ou de décentralisation des équipes. Ouais. Alors, je dirais, là, c'est vraiment, là, on rentre dans le dur, quoi. Là, on y est. C'est vraiment le sujet du moment. Moi, je dirais que déjà, je parlais des composants de l'accord plateforme, là. Donc là, pour le coup, il y a un certain nombre de composants un peu invariants qui constituent nos corps plateformes, là où on a un développement assez centralisé. Là, on va retrouver un module de paiement, on va retrouver un order manager, un fulfiller, un checkout, voilà, tous ces composants-là. Et puis après, la pierre angulaire de tout ça, c'est le member, l'identité du client, avec toutes les data autour du client, etc. Donc ça, c'est des composants core. Et donc ça, faut vraiment que tout le monde dans le groupe utilise ces mêmes composants-là. Sinon, après, je reviendrai comment on peut faire contribuer aussi les pays là-dessus. Mais pour l'instant, voilà, il y a vraiment des composants corps qui sont réutilisables et sur lesquels faut que toutes les contributions passent par cette Decathlon Core Platform. Ensuite, il y a tous les composants cloud aussi, tous les services cloud, toutes les primitives cloud.
Ça aussi, il vaut mieux que ce soit centralisé. Honnêtement, moi, je vois, il y a beaucoup d'équipes de feature team, etc., qui dépensaient quand même beaucoup d'énergie à gérer leur stack technique, leur Docker, leur Kubernetes, etc. Franchement, moi, je me dis, quel est l'intérêt de dépenser autant d'énergie dans autant de feature team pour refaire la même chose partout? Ça aussi, on a commencé aussi à se dire, en plus, il y a des questions de résilience, de sécurité, etc. Donc là aussi, hyper touchy. Et donc, on s'est dit, là aussi, il faut vraiment qu'on puisse centraliser, aligner, mais pas de façon un peu bête et méchante. C'est-à-dire que faut les écouter. Il faut vraiment aussi que ces équipes qui font des produits cloud le fassent vraiment en mode product team, en écoutant leurs clients et en servant des composants qui sont vraiment adaptés aux besoins des équipes de développement. Et une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a les composants core, une fois qu'on a la cloud platform là, qui sert un peu tout le monde de façon efficace, résiliente, sécure, etc., on se dit, voilà, il y a des frameworks de développement, il y a des best practices, il y a des pipelines, etc., où il y a des expertises qu'on peut aller chercher et partager. Et donc là, c'est vraiment on est tous sur GitHub, on a un wiki pour partager tout ça, et on a des communautés qui sont très fortes aussi, et qui sont leadés par des seniors chez nous, des seniors dans la tech, et qui réunissent autour d'eux tous les experts d'un sujet pour prendre des décisions en commun et faire vivre des communautés sur les frameworks de développement, sur l'ops engineering, sur l'observabilité, sur tout un tas de sujets. Et donc, c'est la contribution de toutes les équipes partout dans le groupe qui va amener une décision, une best practice qui va être ensuite partagée par toutes les ressources tech du groupe. Voilà en quelques éléments, je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais... Top. Allez. Et du coup, pour répondre à cette question, est-ce que vous avez un framework, un langage, ou alors c'est complètement multi-plateforme, multi-techno, quoi, quand il y a des changements, ça fait un petit peu introduit le sujet, mais comment c'est décidé, comment c'est déployé, en fait, on a ce qu'on appelle, dans beaucoup de boîtes, ça existe, on a un tech radar. Donc un tech radar, c'est juste se mettre d'accord sur des technologies pour tel type d'usage, tel type de workload, etc. Donc on n'a pas qu'un langage, parce qu'évidemment, si tu prends du full stack, même des langages de front, tu vas avoir différents langages de front adaptés aux différents usages ou aux solutions qui existent aujourd'hui. Bon, après, dans le tech radar, il y a aussi des statuts. Tu vois, typiquement, sur le front-end, tu peux avoir de Angular, du React, etc. Puis après, on peut se dire, à un moment donné, on va laisser tomber tel ou tel langage pour plein de raisons, et puis réduire un peu les types de langage qu'on utilise pour plein de raisons d'efficacité, de sourcing, etc. Après, si tu vas sur le back, on va se dire ouais, c'est du Java, du Spring Boot, etc. Mais de temps en temps, quand on fait plutôt de la data, on va se dire ouais, c'est du Python, on va faire d'autres choses. Et en fait, le Tech Radar, à chaque fois, il spécifie. Et encore une fois, c'est vraiment la communauté des experts qui se mettent d'accord sur ces technos-là. Et ils se disent, bon, on utilise tel langage pour tel usage. En fait, à chaque fois, c'est pour quel type de workload, pour quel type d'usage, on se met d'accord pour l'utilisation de telle ou telle tech. Après, même sur les composants techniques. Après, il y a des enjeux, comme tu peux t'en douter, de contrats avec des fournisseurs. Donc, si tu veux, moi, j'aimerais bien, tu vois, par exemple, sur l'observabilité, on en parlait, faire un contrat avec Dynatrace, avec Datadog et avec d'autres, etc., ça devient pas vraiment efficace économiquement. Donc là, on va faire plutôt un contrat groupe et tous s'aligner sur un outil, et après on va le déployer partout. Puis surtout, on va avoir aussi des experts qui vont pouvoir supporter aussi l'intégration de ces outils-là dans toutes les équipes. Et là, c'est vraiment de l'efficacité opérationnelle. Enfin, pour parler un peu de la partie cloud, moi j'aurais aimé te dire on n'a qu'un cloud provider, mais sauf que notre réalité, on est en Russie, donc là on va très vite tomber sur du Yandex. On est en Chine, donc là, ça va plutôt être de l'AliCloud. Et pour toutes les questions que tu connais, enfin, tu vois, pour des questions réglementaires, pour des questions de compliance, etc., de temps en temps, on peut pas sortir les données du pays, donc on est obligé de faire avec les choix locaux. Puis après, en fonction des fournisseurs, on va chercher pour tel ou tel type de workload le meilleur cloud provider, en fait. On va se dire, voilà, par exemple pour du SAP, pour ce genre de choses, il y a quand même des cloud providers qui se sont bien spécialisés et qui ont des offres de services qui sont hyper intéressantes.
Puis je finirai juste par un dernier petit truc, c'est de temps en temps, on va même chercher des services managés qui nous abstraient un peu justement du cloud provider sous-jacent. Tu vois, pour les bases de données, on a fait un choix, je le dis parce que ça a été publié très récemment dans la presse. Donc, on travaille avec Haven et donc, du coup, là, pour le coup, voilà, pour tout ce qui est base de données, on se dit, on a un service manager, ça nous abstrait de tout un tas de sujets. On se pose pas la question, on se dit, c'est pas différenciant technologiquement aujourd'hui pour les workloads qu'on a. À part si c'était le cas et auquel cas on fera d'autres choix. Il n'y a pas de problème, c'est pas une obligation absolue. Mais donc, du coup, ça nous permet de faire en sorte que les équipes utilisent des services où la complexité est complètement abstraite, et puis elles se concentrent sur là où est leur valeur, c'est-à-dire plutôt sur l'UX et plutôt sur des features pour les clients. Top. Vous faites des super intervieweurs, donc n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions, ça m'allège. C'est bon? Ok, cool. J'ai une question bien moins tech là, mais est-ce que tu te sens responsable du fait que vous soyez passé numéro 2 de la marque préférée des Français, derrière Picard, alors que vous étiez leader depuis des années? Tu peux, tu vois, les surgeler quoi. Bah écoute, je sais pas si... Alors, d'un point de vue calorique, je dois dire... Non, plus sérieusement, en fait, le truc, c'est que derrière ça, il y a je sais pas à quel point... je pense que c'est quand même une love brand Decathlon. J'imagine certains à des niveaux différents. Je veux dire, individuellement, on a un niveau d'attachement à la marque Decathlon très différent. Mais depuis très longtemps, en fait, vous faites partie des marques préférées des Français. Je crois que même dans la logique de marque employeur, vous faites partie des employeurs préférés des Français, en tout cas des collaborateurs qui rejoignent. Comment vous avez fait parce que j'imagine que là, les équipes tech sont en train de s'étoffer au fur et à mesure. Comment vous êtes passé d'une entreprise, d'un recruteur du retail, j'allais dire, à un recruteur qui est de plus en plus tech? Qu'est-ce que c'est en train de modifier dans l'esprit? Est-ce que vous arrivez à dupliquer cet attachement à la marque à des profils qui sont plus éloignés des magasins finalement, enfin, etc. Qu'est-ce que ça modifie? Ou comment vous repositionnez là, face à ce nouveau défi de recrutement sur les profils plus tech? Alors, il y a beaucoup d'éléments. Tu me répondras pour Picard après. Ouais, je finirai par répondre par Picard. Faut juste que je trouve une formule pour ça. Mais non, c'est vrai que ça a bougé. Enfin, ça a bougé beaucoup de choses. Moi, ça fait 2 ans que je travaille, notamment avec Sébastien, qui est ici aussi présent aujourd'hui, qui s'occupe des RH chez nous dans l'aspect digital. Déjà, nous, il y a un premier travail assez profond qu'on avait fait sur les job ladders. C'est-à-dire qu'on s'est dit tous les postes qu'on allait publier pour recruter des ressources tech, il faut que ce soit aligné avec ce que font les autres boîtes tech. En fait, donc on va retrouver des software engineers, des staff engineers, des principals, des VP, etc. Et puis on va développer aussi très fort la filière expertise à côté de la filière managériale, parce que c'est aussi important de voir et de laisser voir aussi toutes ces possibilités d'évolution dans la tech chez Decathlon. Là, on a commencé à sourcer. On a la chance, encore une fois, comme on a cette image de marque et cet attachement de la marque, on arrive à attirer quand même beaucoup de talents qui viennent de boîtes de pure players, en fait. Enfin, moi, j'ai envie de citer quelques personnes ici. Notre CDO, Jérôme Dubreuil, justement, qui vient de chez Samsung, qui a passé toute sa carrière dans la Silicon Valley. On a notre CPO, Sébastien Bagoutier, qui vient de chez Google. Elle a passé 15 ans dans la Silicon Valley aussi. On a eu des gens de Spotify, on a des gens d'AWS avec Farid, qui est notre CISO. Donc, on recrute quand même des profils qui viennent de la tech. Parce que c'est vraiment, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, c'est pas juste une intention marketing, c'est vraiment une transformation profonde. Donc, on recrute, j'allais dire, sur les mêmes critères que les boîtes tech. On a mis un process de recrutement aussi avec les job ladders pour s'aligner, j'allais dire, sur les standards de marché, mais plutôt fait par la tech aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a des parcours de carrière aussi qui nous permettent de faire ça après, derrière. Et puis, de toute façon, on est dans une croissance incroyable sur le digital avec toutes les expériences que je viens d'évoquer qui permettent, voilà, à tous les collaborateurs qui nous rejoignent de s'exprimer sur ce qu'ils ont envie de faire, sur plutôt des apps, des front-end, etc., ou des parties un peu plus back, un peu plus core. Et c'est ça aussi qui permet d'attirer ces talents, de les recruter, de les faire vivre et de continuer à les faire grandir chez Decathlon. Voilà, c'est un peu tout ça.
qui aujourd'hui fait qu'on reste super attractif sur le marché. Et tu, parce que, on a tous eu un pote qui a bossé chez Decathlon, on pense plutôt au magasin d'abord, mais cet attachement au sport, à la marque, à la mission, vous arrivez, c'est quoi? C'est le défi digital ou tu vas me dire les deux probablement, mais... Ouais, j'aime bien dire les deux, mais pour de vrai, c'est les deux. Mais j'avoue, moi, déjà, quand je suis arrivé chez Decathlon, j'ai été surpris, je te le disais aussi tout à l'heure en aparté, ou je sais plus la dernière fois qu'on s'est parlé. En tous les cas, moi j'ai fait un stage magasin, je suis allé en entrepôt, j'ai eu la chance d'aller voir une usine, je suis allé sur d'autres sites, etc. Et j'ai découvert ce que c'était que cette entreprise. Et franchement, c'est bluffant. Moi, pour l'ingénieur que je suis, de voir comment on conçoit des produits, de voir tourner aussi des process industriels sur les matériaux, sur plein de trucs, sur de la soufflerie, sur tout un tas de trucs, moi, c'est fascinant. J'avoue que je m'éclate et j'adore faire ça. Et j'allais dire que quand on travaille en magasin, moi, j'ai travaillé avec des gars en magasin, honnêtement, j'étais avec eux, je mettais des choses en rayon, je déchargeais des camions, etc. Et j'étais dans l'équipe tout de suite, mais dans le même état d'esprit que je retrouve aussi quand on travaille côté digital et côté tech. Il y a un esprit de Decathlon, c'est clair, il y a une culture, il y a une ADN qui est présente partout. Et on fait beaucoup de sport aussi, c'est pas une légende. Moi, là, j'ai pris mes affaires de sport, typiquement, donc demain, normalement, on va tous courir, là, tous ensemble. Mais ça fait partie de nos rituels. La semaine prochaine, on a aussi ce qu'on appelle un bilan lancement, voilà, une réunion d'équipe. Il y a un temps de sport. Ça fait partie de nos trucs. Alors, faut pas être sportif de haut niveau, hein. Enfin, faut pas s'attendre non plus à faire de la compète tout le temps, etc. Mais il y a quand même cet esprit-là. C'est ce qui nous réunit. La raison d'être, elle est hyper importante. On la vit, comme je disais, tous les jours, mais aussi dans nos rituels, dans nos façons de fonctionner. Et ce que j'adore, c'est que le bilan lancement avec le moment de sport, il est vrai pour la tech, mais il est vrai pour le retail, il est vrai en usine, il est vrai en supply, il est vrai partout en fait. Ok, trop cool. Est-ce que, on en a parlé un peu, mais est-ce que tu qualifierais le Decathlon comme une entreprise d'ingénieurs ou comme une entreprise de business? Les deux? Wow. Non, en fait, si tu veux, nous on avait, certains qui étaient peut-être là la dernière fois, mais en tout cas, il y a certains partis pris maintenant. Si tu regardes les géants de la Silicon Valley, à la tête, c'est tous des ingénieurs. La réalité, c'est que c'est des ingénieurs qui dirigent les boîtes de la tech les plus badass, quoi. Et en fait, quelque part, en France, on a une culture plutôt, j'allais dire, école de commerce, là où les patrons sont plutôt des sorties d'HEC, etc. C'est quoi la part de l'ingénierie? Il y a le produit, il y a la tech maintenant. Comment tu la ressens, cette dimension ingénierie dans une boîte comme Decathlon? Tu vois, j'aurais pas pu te répondre ça la dernière fois, si on avait maintenu la première date la dernière fois, mais enfin, vous avez tous vu dans la presse notre nouvelle CEO qui vient d'arriver, qui est une ingénieure de Télécom Paris. Voilà, donc pour te répondre, donc vraiment quand je disais que voilà, il y a cette volonté de change qui est profonde, je trouve que c'est un signal extrêmement fort. C'est plus qu'un symbole, c'est-à-dire que Barbara, c'est une personne, si vous regardez un peu sa carrière, qui fait. Et donc c'est pas juste une personne, voilà, c'est pas juste un symbole justement, c'est une doueuse et c'est une ingénieure. Et donc elle vient pour finalement transformer cette entreprise ou en tout cas l'emmener vers la transformation qu'on veut lui faire prendre. Et donc, moi, je crois que l'esprit tech, ingénieur, produit chez Decathlon, il est profondément ancré. C'est clair que notre business model, aujourd'hui, qui est en train de changer, il y a quand même des fondamentaux. Enfin, demain, il y aura toujours des magasins Decathlon. Enfin, c'est une expérience Decathlon. Quand on va dans un magasin, ça crie, ça joue partout, ça fait du sport, plus ou moins. Enfin, en tout cas, tout le monde, tous les gamins utilisent nos produits, on adore ça. Peut-être que demain, les magasins ils deviendront plus expérientiels. On va accueillir un peu plus de pratiques dans nos grandes surfaces, etc. Il y aura un peu moins peut-être de surface de vente. On aura un peu plus d'espace pour tester les produits, pour les prendre en main, pour les pratiquer. Puis après, finalement, la disponibilité du stock, on s'en débrouillera avec le digital, etc. Les produits sportifs, on continuera à innover, ça c'est certain, on y mettra de la tech, encore plus de l'IoT, comme je le disais tout à l'heure, mais les produits sur toutes les dimensions de matériaux,
des produits sportifs de Decathlon, c'est vraiment, franchement, c'est vraiment un vrai boulot d'ingénieur, d'innovation, de tech aussi. Donc, pour moi, j'allais dire, enfin, moi, ce que j'en vois, ou c'est peut-être moi mon prisme, mais j'ai envie de le voir comme ça, c'est vraiment une vraie boîte d'ingénieurs, une vraie boîte tech Decathlon. Ok, cool. Ouais, vas-y. Par rapport à ça, parce que tu as parlé de l'arrivée de l'économie de plateforme, c'est quelque chose qui a été à l'initiative des ingénieurs, du marketing, enfin, comment ça s'est construit? Donc, est-ce que la plateformisation de Decathlon, ça vient d'ingénierie, quoi? En fait, j'allais dire, c'est venu assez naturellement, ça va de soi en fait chez Decathlon. Et très sincèrement, j'ai cité tout à l'heure le CEO Fabrice qui a réfléchi à Age of Access, c'est lui qui a amené un peu cette notion-là. Lui, c'est quelqu'un qui a grandi chez Decathlon et comme beaucoup de gens, c'est un peu voilà des gens qui sont un peu visionnaires, qui sont un peu entrepreneurs dans l'âme. Et ils ont commencé à réfléchir à ça, mais plutôt comme une conséquence de là où on voulait emmener Decathlon. Moi, c'est ce que je disais là. Au départ, on vend des produits sportifs, innovants, quali, etc. à nos clients. C'est comme ça qu'on réalisait notre raison d'être, là, de mettre tout le monde au sport. C'est un peu ça, sports for the many, si je le traduis en anglais. Et après, on se dit, ouais, mais franchement, avant de leur vendre des produits, les gens réfléchissent à comment, où et avec qui ils vont faire leur pratique sportive. Et donc, c'est là où on commence à réfléchir nous, on a notre mot à dire. Il y a des partenaires qui viennent nous voir en disant « Ouais, moi, j'ai ce super truc et tout. Comment je peux le proposer à vos clients, à vos sportifs, etc. Comment je peux les atteindre ?» Après, comme je le disais, enfin, il y a plein de gens, il y a plein d'objets connectés, des montres, etc. Pour améliorer ses performances. Et là, on réfléchit, on se dit « Mais comment voilà, ça aussi, on le rend disponible et visible des clients et des sportifs. » Et puis après, en aval, comme je le disais, en fait, ça va de soi. Après, la conséquence de tout ça, quand tu y réfléchis, c'est plein de clients, plein de sportifs qui veulent accéder à des services, à des produits, et puis qui ont toujours en tête de se dire, mais franchement, moi, quand j'ai ma pratique sportive, de temps en temps, elle est juste temporaire, de temps en temps, elle est juste épisodique, elle est saisonnière, etc. Et comment je fais, plutôt que d'acheter un produit, j'en fais un usage particulier pendant un certain temps. Et comme nous aussi, on a nos 3 piliers, hein, ça j'en ai pas parlé, mais voilà, dans nos valeurs et dans nos piliers, on est drivé par les 3 P, People, Profit et Planète. Donc sur la partie planète, on a des engagements aussi très forts là-dessus. Alors je citerai par exemple Quechua, que beaucoup de gens connaissent, j'imagine, à Salanches. Eux, ils ont réfléchi notamment à se dire, voilà, il y a plein de gens qui viennent en Haute-Savoie, ils vont faire le Mont Blanc, de temps en temps, c'est un peu le truc d'une vie, etc., où ils vont faire de la rando, c'est assez saisonnier, etc., mais comment on les aide à faire cette pratique-là sans que ça devienne un investissement trop lourd et sans qu'ils aient acheté 100% de leur matériel pour faire un one-shot qui est une rando, enfin, ou le tour du Mont Blanc, enfin, que sais-je. Et eux, ils ont commencé à réfléchir en se disant « Ah oui, mais alors, on va leur faire un sac à dos, mais ils vont louer. » Alors bon, il y a certaines parties qui vont devoir acheter, bon, peu importe, mais ce sera une partie minime. Et donc, ils vont louer. Donc, ça veut dire que le matériel, il faudra qu'on leur mette à disposition. Mais après, il faudra qu'il soit réutilisable pour d'autres clients qui vont arriver derrière. Et donc, comment on le nettoie, comment on le répare s'il y a un peu de casse, etc. Comment on les laisse toujours en sécurité. Et donc, c'est en réfléchissant plutôt à ces user experience comme ça qu'on en arrive à la fin des fins en se disant, ouais, on est en train de faire cette plateforme-là. Et donc, il faut se donner tous les enablers, toutes les capabilities pour pouvoir rendre ce type d'expérience-là possible pour Quechua, comme pour Between, comme pour Domios, comme pour les autres marques, en fait. Donc, voilà, c'est pas en se disant, ouais, du jour au lendemain, tiens, on va faire une économie de plateforme, on va faire une plateforme. C'est plutôt avec tous ces usages-là et tout ce qu'on voit arriver dans l'innovation, dans la tech, qu'à la fin des fins, il faut avoir une démarche cohérente et structurée autour d'une plateforme pour rendre ces expériences disponibles. Top. Il reste 7 minutes. J'ai encore des questions s'il faut traîner, mais si vous en avez, c'est le moment aussi. Est-ce qu'il y a... Non? Ok, cool. Eh ben, je continue alors. Allez. Dans les questions, il y avait un peu ce rôle de CTO là qu'on a. En fait, toi, tu es passé en plus d'un job de CIO à un job de CTO. Alors, peut-être tu peux nous donner, toi, ta petite différenciation, mais surtout, c'est un peu
c'est un peu difficile comme question, mais c'est quoi un bon CTO? C'est quoi le job, là, la redéfinition du job? Est-ce que tu as l'impression que ça bouge, que ça change, que ton job évolue? Et c'est quoi les ingrédients que toi tu mets dans ce job-là? Après, évidemment, le CTO de Decathlon, c'est pas le même périmètre que dans une autre boîte, mais comment voilà, métier, ouais, quoi. C'est une question intéressante et un peu difficile à répondre, mais alors je vais pas faire le sketch du bon CTO et du mauvais CTO, le sketch des chasseurs. Pour ceux qui sont de ma génération, ça leur parlera, mais non, je dirais déjà, oui, effectivement, avant j'étais dans des fonctions de CIO. Et c'est vraiment le CIO, ce qui caractérisait mon rôle de CIO, c'était vraiment la verticale, quoi. C'est vraiment de se dire, moi j'étais par exemple chez Orange Bank, comme chez LG Direct, etc., au COMEX de la banque, et donc du coup tout ce qui était relatif à l'IT était de ma responsabilité. Donc ça veut dire que c'était toutes les lignes de métier, c'était à la fois les aspects réglementaires, mais aussi les aspects CRM, relations clients, core banking, etc., etc. Voilà. Donc là, c'était vraiment toute la verticale. Moi, j'avais toutes les business lines et tous les développeurs dans toutes les business lines, plus toutes les équipes prod, infra, etc. Tout le monde appartenait à ce qu'on appelait la DSI, la direction des systèmes d'information, et on faisait 100% de l'IT. Voilà. Quand je suis arrivé sur mon rôle de CTO, je dirais que d'un point de vue, d'un côté vertical, je suis passé plutôt à un côté horizontal, à transversal, où je me dis, mon rôle, il est plus dans construire les capabilities, les enablers, finalement, pour que les business lines puissent s'exprimer. Donc moi, je le disais, j'ai pas vocation dans mon rôle de CTO à faire 100% de l'IT, finalement, de Decathlon. C'est pas du tout mon rôle. Mon rôle est de m'assurer que on construise vraiment la plateforme qui va servir après les différentes verticales et les différentes business lines. Et là, entre les pays ou les business lines, les sports ou les pays, eux, ils vont construire leurs UX sur les capabilities et les enablers qu'on aura construits nous. Donc, je dirais que, voilà, moi je m'occupe du plus grand dénominateur commun, j'allais dire, vraiment tous les composants techniques, mais aussi un peu fonctionnels. Je parlais de tout à l'heure de la Decathlon Core Platform. Alors, c'est pas moi qui l'a fait avec mes équipes. Je vais pas, faut rendre à Romain ce qui appartient à Romain, qui est notre CTO là, qui a pensé à toutes ces Decathlon Core Platform. Mais en tout cas, nous, on construit les capabilities comme ça de façon horizontale pour que toutes les business lines puissent s'en servir et pas de réinventer la poudre à chaque fois et de se concentrer vraiment sur la valeur business qu'ils peuvent délivrer aux utilisateurs, aux clients. Et donc, c'est ça la différence fondamentale. Donc, mon boulot, il est très tech. Mes interlocuteurs, ce sont les CIO, les CTO des différents territoires, toutes les ressources tech finalement qui sont chez Decathlon, les développeurs, les ops engineers, les gens qui s'occupent de la cloud platform. Ça, voilà, c'est mon cœur de métier. Je m'occupe un peu moins de toutes les discussions business, etc., avec tous les business lines, mais j'y participe dans tous les cas. Mais c'est moins mon cœur de sujet. Et finalement, moi, je dois permettre les expériences plutôt que les construire de bout en bout. Et tu vois tu vois une évolution du métier, de la place. On le voit bien. Je veux dire, tout le monde voit que la tech prend plus de place, prend plus de poids aussi dans les organisations. Mais opérationnellement, ça change quoi? Ça fait évoluer quoi dans ton métier? Je ne sais pas si tu as des exemples d'évolution là qui t'ont marqué ou de place ou de changement de place qui t'ont interpellé ou... Ouais, oui et non. Ouais. Mais plutôt oui, dans le sens où c'est vrai. Alors, je dirais qu'il y a deux secteurs aussi différents. Moi, le monde de la banque, c'est vrai que j'étais devenu pas mauvais en produits de crédit, en compte à vue, tous les aspects réglementaires, etc., tous les trucs que j'ai fini par oublier très vite parce que ça me servait pas vraiment. Bon, à part dans ma vie courante, c'est marrant de connaître tout ça, mais bon, finalement, ça faisait pas de moi un meilleur CIO sur la partie tech. Mais bon, voilà. Non, je dirais que dans l'évolution du métier, aujourd'hui, le standard, c'est pas les retailers qui le font, en fait, c'est les boîtes tech qui le font. Et donc, ça oblige finalement à se remettre dans une espèce d'hygiène j'allais dire de vie professionnelle qui consiste à faire beaucoup de veille, à être très proche de son métier de tech. Moi, je vois que voilà, je me suis rendu compte que fallait que je passe beaucoup plus de temps à faire par moi-même pour me rendre compte, pour manipuler, pour tester
etc. Et donc, voilà, en plus, à chaque fois que je vois, j'ai la chance d'être avec mes équipes, dans mes équipes, c'est-à-dire pratiquement tous les jours, on a des discussions très pointues. Et donc, du coup, ça oblige voilà, à rester très près de notre métier du quotidien. Alors, on a tous une spécialité, hein, on est tous soit forts dans un langage, soit plutôt ops que dev, soit plutôt front que back, même s'il y en a, c'est du full stack, etc. Mais peu importe, mais en tous les cas, moi, ça m'a obligé à revenir à mon métier premier que j'adore et pour lequel voilà, j'ai étudié, puis j'ai continué à me former tout au long de ma vie. Mais je pense que ça oblige ça, en tous les cas. Ça oblige d'être tout le temps en veille et tout le temps au contact de ce qui se fait, pas chez nos concurrents, pas chez nos confrères, mais plutôt dans ceux qui font le marché aujourd'hui et qui font les standards de la tech. Ok, cool. Il est 30, je ne sais pas s'il y a une question majeure qu'il ne faudra pas oublier de poser. Fais gaffe, c'est une pression. Non, mais c'était savoir à quels enjeux vous avez répondu en fait en venant vous installer à Nantes et quel était l'objectif de développement pour justement les équipes que vous avez installées ici. Pourquoi Nantes et la stratégie nantaise, quoi? Parce que c'est la ville la plus sympa du monde, non? Je sais pas. C'est comme ça. C'est ça que je vais dire, Baptiste. Non, mais pour plusieurs raisons que j'ai un peu. Et on est en finale de la Coupe de France. Ah, absolument. J'ai vu ça hier. Je me suis préparé. Ouais. Alors pas Paris, non, je crois. Alors moi, je suis pas parisien. J'ai dit, moi, j'ai grandi dans les Alpes. Ok, c'est bon. Alors. Ça me permet de m'en sortir à chaque fois, cette pirouette-là. Puis il n'y a pas d'enjeu en Haute-Savoie côté foot, franchement. On pourra parler ski et des stations de ski, mais ça va vite saouler tout le monde. Mais pour revenir à ta question, pourquoi Nantes? Parce que on l'a dit au début, franchement, au départ, pour bosser dans la tech chez Decathlon, c'était plutôt le bassin lillois. Bon, après, on voit bien que c'est un périmètre quand même assez limité. Après, le confinement là, a ouvert plein d'horizons. Et puis, de toutes les façons, on avait besoin de croître et de recruter beaucoup plus fort. Et puis, surtout, voilà, commencer à étendre le champ des possibles sur le territoire déjà français. Et donc, quand on a regardé les villes où c'était possible, là où il y avait un bassin cohérent, voilà, où il y avait forme de vivier, pour le dire comme ça, le mot est désolé du mot, mais voilà, Nantes, ça a été assez naturel. Et puis après, il y a des caractères aussi un peu opportunistes, parce qu'on a trouvé quelques décathloniens qui avaient des velléités à venir sur Nantes, comme moi, je suis retourné à Paris, comme on a des gens sur Lyon, etc. Et donc, du coup, voilà, c'est ce mix-là de vivier, potentiel de talent, d'opportunités de décathloniens, managers qui ont envie de s'installer dans ces villes-là et de faire grandir une équipe autour d'eux ou avec eux. Et puis quand on trouve cette combinaison, bah, c'est top, quoi. Voilà. Ok, top. Merci infiniment, Fouad, pour cet échange. La prochaine fois, on invite le CTO de Picard. Donc, j'ai pas donné la réponse. Hein, non, merci infiniment, Fouad, c'était cool. On a respecté l'horaire. Merci d'être venu, de vous être déplacé, d'avoir vécu la vraie vie avec nous. Voilà.